Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'Hitler a rencontré Hindenburg et nous avons vu que les deux hommes ne s'aiment pas trop. Et nous allons reprendre là. Le 1er janvier 1932, lors de ses vœux au corps diplomatique, le président Hindenburg réclame que l'Allemagne dispose en matière militaire des mêmes droits que les autres nations. Il y a également une allocution radiodiffusée du ministre de l'Intérieur et de l'Armée, le général Wilhelm Röhner, et il appelle à respecter l'autorité de l'État telle que définie par la Constitution, et à ne pas se laisser séduire durant l'année nouvelle par le but mythique d'un Troisième Reich, entretenant l'illusion que s'il était atteint, la misère qui pèse sur le peuple allemand pourrait disparaître. Le 4 janvier, le chancelier Brüning annonce que l'Allemagne ne payera plus de réparation de guerre. Donc, comme vous pouvez voir, juste pour ces deux annonces, vous avez vu que Hindenburg demande à ce que l'armée allemande soit comme les autres pays, et Brüning dit qu'il ne paye plus les réparations de guerre. Parce que là, pour l'instant, l'Allemagne ne peut plus. Donc, vous pouvez constater que cela ne vient pas d'Hitler, c'est bien avant qu'il arrive au pouvoir que ces décisions sont prises, car beaucoup de gens pensent qu'une fois Hitler arrivé au pouvoir, il arrêtera de payer les réparations de guerre et commencera à développer l'armée. Alors que cela est déjà prévu par le gouvernement allemand bien avant l'arrivée d'Hitler. Le 6 janvier, le mandat présidentiel de Hindenburg expirant le 5 mai, le gouvernement propose une prorogation du mandat à vie. Donc à vie parce que ils disent qu'en ces temps de troubles, il ne devrait plus y avoir d'élection et qu'Hindenburg devrait rester à sa place. Et cela devrait être approuvé par le Parlement. Donc les pourparlers se font entre le secrétaire du président Otto Messner, le ministre de l'Intérieur et de l'Armée Greuner et Adolf Hitler. Parce qu'il faut que ces députés nazis apportent leur soutien. Hitler dira, lorsqu'il est au courant qu'il est convoqué pour cette réunion, « Maintenant, je les ai dans ma poche. Ils m'ont reconnu comme un partenaire dans leurs négociations. » Le 7 janvier, le journal Der Angriff est interdit pour une semaine pour diffamation de la religion juive. Le soir même, Goebbels, dans un meeting de 15 000 personnes, répète la même diffamation. La police arrête le meeting et disperse la foule. Le 11 janvier, aux élections municipales du Land de Lippe, en Westphalie, le parti nazi devient le premier parti. Le 12 janvier, Hitler, par l'intermédiaire de Hugenberg, avise le président du Reich Hindenburg qu'il a décidé, pour des motifs constitutionnels, politiques, étrangers, nationaux et moraux, qu'il ne participerait pas à leur régime constitutionnel. Donc, vous l'avez compris, Hitler refuse qu'Hindenburg devienne président à vie. Il y a des informations où Hitler aurait dit à Hindenburg qu'il est d'accord si Brüning viendrait à être démis de ses fonctions. Et Hindenburg aurait refusé l'offre d'Hitler. Information à prendre avec des pincettes parce que Brüning a déjà une épée Damoclès au-dessus de lui et beaucoup pensent déjà le remplacer. Brüning est appelé depuis l'hiver 31 par le peuple le chancelier de la faim. Donc faim pas F-I-N mais F-A-I-M. Les gens ont faim et à cause de toutes ces mesures restrictives, les gens le détestent. Donc le gouvernement pense depuis déjà quelques mois à remplacer Brüning. Le 19 janvier, à Berlin, des étudiants nazis empêchent des étudiants juifs d'accéder aux salles de cours. 4 étudiants juifs seront blessés. De plus, à Berlin, 200 SA empêchent la tenue d'une réunion du Parti communiste et au cours de l'échauffourée, il y aura 2 communistes tués et un SA tué. Le 25 janvier 1932, Hitler écrit une lettre ouverte pour le chancelier Brüning. Et dedans, en gros, il écrit « Il n'y aura jamais eu de traité de Versailles si les partis qui vous soutiennent, le centre, les sociaux-démocrates et les démocrates,
n'avait pas sapé, détruit et trahi le vieux Reich, s'il n'avait pas préparé et mené à bien la révolution de 1918, ou du moins accepté et défendu. Le 27 janvier 1932, Fritz Thyssen invite Hitler à parler dans une conférence devant le club des industriels à Düsseldorf. Donc il y aura 700 participants, tous des gros industriels. Et lors de cette réunion, Hitler dira « 50% de la population, communiste et socialiste, ne souhaite que briser l'État en morceaux et se sentir l'avant-garde non seulement d'une attitude étrangère à l'écart de l'État, mais d'une volonté hostile à l'État, alors que seulement 50% d'un peuple sont prêts à se battre pour les couleurs nationales, tandis que 50% ont hissé un autre drapeau qui représente un État qui ne se trouve qu'en dehors des limites de son propre État. À moins que l'Allemagne ne puisse maîtriser cette division interne, aucune mesure de la législature ne peut arrêter le déclin de la nation allemande. Le NSDAP est une organisation qui est remplie d'un esprit agressif indomptable. Une organisation qui, quand un opposant politique dit « votre comportement que nous considérons comme une provocation », ne juge pas approprié de se retirer immédiatement de la scène, mais applique brutalement sa propre volonté et lance contre l'adversaire la réplique « Nous nous battons aujourd'hui, nous nous battons demain, et si vous considérez notre réunion d'aujourd'hui comme une provocation, nous en tiendrons une autre la semaine prochaine, jusqu'à ce que vous ayez appris qu'il ne s'agit pas d'une provocation, quand l'Allemagne allemande professe aussi sa croyance. Et lorsque les gens jettent entre nos dents notre intolérance, nous le reconnaissons fièrement. Oui, nous avons pris la décision inexorable de détruire le marxisme en Allemagne jusqu'à sa toute dernière racine. Nous sommes aujourd'hui au tournant de la destinée de l'Allemagne. Soit nous réussirons à élaborer un corps politique dur comme le fer de cette conglomération de partis, d'associations, de syndicats, de cette fierté de rang et de folie de classe. Soit, faute de cette consolidation interne, l'Allemagne tombera en ruine finale. Rappelez-vous que cela signifie un sacrifice alors qu'aujourd'hui, plusieurs centaines de milliers d'hommes SA et SS doivent chaque jour monter sur leurs camions, protéger les réunions, entreprendre des marches, se sacrifier nuit après nuit, puis revenir dans l'aube grise à l'atelier et à l'usine, ou comme chômeurs pour prendre la bouchée de pain. Cela signifie un sacrifice quand, du peu qu'ils possèdent, ils doivent acheter leur uniforme, leur chemise, leur badge, oui, et même payer leurs propres tarifs. Mais il y a déjà dans tout cela la force d'un idéal, un grand idéal. Et si toute la nation allemande avait aujourd'hui la même foi en sa vocation que ces centaines de milliers, si la nation entière possédait cet idéalisme, l'Allemagne se tiendrait aux yeux du monde autrement qu'elle ne l'est maintenant. Donc, encore une fois, Hitler là parle à des gros industriels, donc il sera ovationné. Les gros industriels commencent à soutenir Hitler en masse. La grande majorité des gros industriels soutiennent le NSDAP. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas donner les chiffres exacts des gros industriels qui suivent Hitler, parce que certains ne se cachent pas et suivent le NSDAP, et d'autres suivent le NSDAP, mais en secret. Ils donnent même l'argent au NSDAP en passant par d'autres partis d'extrême droite qui, eux, donnent l'argent au NSDAP. Donc, les fonds du NSDAP sont de plusieurs millions. Le 28 janvier, donc le lendemain de cette réunion, entretien secret entre les dirigeants des milieux d'affaires et Hitler, qui est accompagné de Göring. Donc, pour ce mois de janvier, Goebbels nous parle justement de l'interdiction du journal de Landgrif, mais lui-même est plutôt content. Pas financièrement, parce que cela va faire du tort au journal, mais il est content parce que cela va encore jeter l'opprobre sur l'État qui protège les Juifs. En gros, on ne peut rien dire sans être censuré, car c'est la vérité. Donc cela arrange les affaires de Goebbels. Le 13 janvier, Joseph Goebbels apprend que sa femme Magda est enceinte et il s'en fout de joie. Donc Goebbels revient sur
le fait que Hitler refuse la proposition d'Hindenburg. Il dit aussi qu'Hitler est très fatigué et qu'il aspire à trouver une femme pour se marier. Donc encore une fois, là c'est entre Hitler et Goebbels, ils discutent entre eux, mais nous savons que Hitler veut rester célibataire pour de multiples raisons. Nous y reviendrons par la suite. Et après, Goebbels revient sur les SA tués et aussi un jeune des jeunesses hitlériennes qui sera poignardé par un communiste. Et Goebbels dira, pour son interdiction de parler en Prusse, il dira que ce sont des porcs. Le 2 février 1932, conférence pour la réduction et la limitation des armements. Le gouvernement du chancelier Brüning soulignant que selon les termes du traité de Versailles, le désarmement de l'Allemagne n'était initialement censé être qu'un premier pas vers le désarmement général. Ils exigent l'égalité des armements avec les autres puissances. Donc l'Allemagne demande à ce que les autres nations limitent leur armement, ce qui était une des clauses du traité de Versailles, ou bien le traité n'est pas respecté et l'Allemagne peut se réarmer. Donc la France s'oppose au réarmement de l'Allemagne. Et de ce que j'ai trouvé, il semblerait que l'Allemagne a l'autorisation de se réarmer modestement. Donc en fait, elle peut augmenter son armement, mais en évitant tout ce qui est armement, gaz, canon longue portée, tout ce qui est un peu extrême lui est interdit, mais elle peut recommencer à s'armer avec modération parce que l'Allemagne avance aussi, que le pays est instable et que beaucoup de partis peuvent prendre le pouvoir par la force. Le 15 février, le président Hindenburg annonce officiellement qu'il se présente de nouveau au poste de président du Reich. Le 21 février, échec des négociations entre les partenariats du Front des Habsbourg, donc c'est tout ce qui est parti extrême avec le parti d'Hitler. Ils ont essayé de se mettre d'accord pour élire un président et ils ne se sont pas mis d'accord. Et Hitler est retenu comme candidat juste pour le NSDAP, bien que Hitler ne possède pas la nationalité allemande. Le 22 février, Goebbels annonce la candidature de Hitler au présidentiel. Donc Goebbels dira qu'une fois les gens au courant, il y aura des applaudissements, des cris, tout le monde se lèvera et pendant 10 minutes, ce sera l'euphorie. Hitler, une fois mis au courant de cette exaltation, est content de la nouvelle. Du 22 février au 13 mars, Goebbels parlera dans 9 villes et 19 fois à Berlin. Le 24 février, le ministre de la Défense du Reich, Wilhelm Gröner, accepte que les soldats de la Reichswehr soient adhérents au NSDAP. Donc jusqu'à maintenant, souvenez-vous, vu dans les vidéos précédentes, les soldats de la Reichswehr avaient interdiction de faire partie du parti nazi. Le 25-26 février, Hitler est nommé fonctionnaire à l'Office national de la culture dans l'État de Braunschweig. Hitler devient officiellement citoyen allemand, ce qui lui permet de se présenter aux élections présidentielles. Et lorsqu'on le félicite d'être devenu citoyen allemand, il répond « Vous devriez féliciter l'Allemagne, pas moi ». Le 27 février, Hitler se déclare officiellement candidat aux élections au présidentielles et il lancera un message pour Hindenburg en disant « Cher vieil homme, notre vénération pour toi est trop grande pour que nous permettions à ceux que nous détruirions de se cacher derrière toi. Avec notre profond regret, tu dois te retirer car ils veulent se battre contre nous et nous voulons les combattre. » De plus, Hitler laisse planer le doute d'une éventuelle intention de remettre Guillaume II sur le trône. Et comme nous l'avons vu, les princes, donc les fils et petits-fils de Guillaume II, soutiennent le NSDAP. Donc cela n'est pas que des rumeurs. À l'origine, le NSDAP devait remettre Guillaume II sur le trône. Guillaume II refusera également, et de plus, Goebbels se vantera d'avoir fait changer d'avis d'Hitler de mettre un des descendants de Guillaume II sur le trône. Mais à l'origine, cela était le plan. D'où aussi le mécontentement d'Ernst Röhm, qui lui est un monarchiste. Et pour ce mois de février 1932, il y a toujours plus de 6 millions de chômeurs en Allemagne.
Pour ce mois de février, Goebbels nous parle justement du rassemblement dont il a annoncé qu'Hitler allait devenir président. Et de plus, Goebbels se pose déjà la question de comment faire pour que Hitler devienne allemand. Pour ce mois de février également, encore un membre des jeunesses hitlériennes est assassiné. Et nous savons également, pour cette fin février, que le ministre de l'Intérieur détient des lettres compromettantes du chef SA Röhm. De plus, Goebbels revient sur le fait qu'Hitler n'est pas content d'Hindenburg parce que le journal Angriff a été interdit encore une nouvelle fois parce que le journal balance des vérités sur Hindenburg. D'où après, dans le meeting, où Hitler demande à Hindenburg de se retirer. Pour ce mois de mars, le gouvernement de Brüning accorde de l'argent à plusieurs entreprises dont les actions ont chuté en bourse et ils sont menacés de faillite. Et le gouvernement a peur que ces industries tombent entre les mains des groupes français. Donc encore une fois, vous pouvez voir qu'entre l'Allemagne et la France, c'est une grande histoire d'amour. Le 13 mars, premier tour des élections présidentielles, Hindenburg est premier avec 49,45% des voix. Hitler est deuxième avec 30% des voix. Donc vous pouvez voir qu'il y a une énorme différence entre Hindenburg et Hitler. Et ensuite vient le Parti communiste avec 13% des voix, etc. Donc il n'y a pas de majorité absolue et le second tour est fixé pour le 10 avril. Le 14 mars, Duesberg des casques d'acier appelle à voter Hindenburg, son parti ayant fait 6,80% des voix. Le 14 mars, dans le Völkischer Hitler déclare qu'il se présentera de nouveau au poste de président lors du second tour. La première campagne électorale est terminée, la seconde a commencé aujourd'hui. Je la dirigerai. Il affrétera un avion et en une semaine, il fera la tournée d'une vingtaine de villes. Donc le fait d'avoir un avion, vous pouvez imaginer que le parti a de l'argent et cela est une première en Allemagne qu'un dirigeant politique fasse énormément de villes en si peu de temps en avion. Et en tout, en quasiment 20 jours, Hitler prendra la parole dans 65 villes. Donc entre les voyages en avion et en voiture, il sera partout. Sans parler après des autres membres du NSDAP qui prennent également la parole. Le 17 mars, la police prussienne, lors d'une descente au siège de la SA à Berlin, trouve des ordres et des plans, y compris des cartes, émis par Ernst Röhm, se préparant à lancer un coup d'État au cas où Hitler accède à la présidence. Röhm convainc von Schleicher que ce ne sont que des plans d'urgence. En gros, cela est peut-être la vérité, parce que le NSDAP craint à ce que, si Hitler arrive au pouvoir, que les communistes fassent un coup d'État. Ou même si Hitler n'est pas au pouvoir, ils craignent quand même que les communistes puissent faire un coup d'État. Le 31 mars, Baldur von Schirach épouse Henriette Hoffmann. Donc Henriette Hoffmann dira que Hitler n'a mangé que des spaghettis et une pomme, et qu'il lui a justement dit qu'il ne mangeait pas les animaux, il ne mangeait que les choses que la nature donne, les fruits, les légumes, etc. Et il aurait également dit qu'il ne prenait non plus de lait ni de fromage, parce que c'est des choses que l'on prend des animaux sans leur volonté, et qu'il ne mangeait des animaux que les œufs. Pour ce mois de mars, Goebbels nous dit que son téléphone a été piraté par les rouges, que le journal Langriff est interdit jusqu'à nouvel ordre et que les affiches et les tracts sont censurés en Prusse. Goebbels nous dit également qu'il parle à la presse yougoslave en disant qu'ils ne connaissent absolument pas le parti nazi et il reçoit également la presse américaine. Et Goebbels accuse la presse allemande, donc entre guillemets la presse juive, d'annoncer une faible assistance au meeting en publiant des photographies prises sous un angle défavorable. Et la presse a reçu également 2 lettres qui prouvent l'homosexualité de Röhm. Et Goebbels rencontre Röhm qui est tout joyeux et Goebbels dit « Je serai mort de honte à sa place ». Donc, comme à notre époque, dès qu'un parti commence à prendre du pouvoir, les casseroles tombent et là, c'est tombé sur Röhm, alors que les doutes sur son homosexualité datent déjà depuis plusieurs années auparavant. Mais là, ils ont des lettres
des échanges qui prouvent que Rome est homosexuel. Goebbels revient sur les perquisitions des locaux DSA et du parti, et Goebbels dit « bluff électoral, on veut nous rendre illégaux de force ». Goebbels veut prendre également un avion pour partir à un meeting à Hambourg, et la police lui interdit de décoller. Il prendra finalement le train, il arrivera en retard, et il dira que 14 000 personnes l'ont attendu jusqu'à minuit, jusqu'à ce qu'il arrive. Donc il parlera que justement les SA sont accusés de vouloir faire un putsch et tous les locaux des SA sont perquisitionnés par la police. Goebbels nous dira que lors de l'élection, Hitler est derrière Hindenburg et il dira que les gens du parti sont déprimés et découragés et qu'il faut doubler le travail. Goebbels se plaint également que toute la presse dit que sa femme serait une demi-juive. Donc nous savons que Magda Goebbels a été élevée par son beau-père qui est juif, et la presse dit en gros que c'est son père qui est juif, donc c'est une demi-juive. Encore une fois, pour porter atteinte au NSDAP, pour dire que dans le NSDAP, il y a des homosexuels, des futurs putschistes, des juifs, alors que le parti dit combattre les juifs, etc. Goebbels nous parle également d'une conversation qu'il a avec Hitler, et Hitler parle des femmes. Elle est la partenaire de l'homme, pour le sexe comme pour le travail, également dans l'économie d'aujourd'hui. Auparavant au champ, aujourd'hui au bureau. L'homme organise, la femme aide, et elle est un organe d'exécution. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une bonne journée.